Le 777 est un des plus grands succès commerciaux du constructeur américain Boeing. Lancé en 1994, vendu dans le monde entier, le 777 comptabilisait plus de 2 millions de vols sans accident majeur. Speedbird 038, autorisation d'atterrir sur la piste 27. Jusqu'au 17 janvier 2008. Pete, je n'arrive pas à avoir la pleine puissance. Qu'est-ce qui se passe? Les moteurs ne répondent pas. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit que si je ne faisais rien, tout le monde allait mourir. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Voici l'histoire du vol British Airways 038. We are in an emergency. Le vol 038 de British Airways rallie Pékin à Londres en un peu plus de 10 heures. Pour le commandant Peter Burkill, ce trajet est presque une routine. Je faisais souvent ce trajet. C'était un de mes vols préférés car il se faisait de jour. On pouvait profiter de la vue pendant tout le trajet. Le commandant, tout comme le copilote John Coward, ont à leur actif plusieurs milliers d'heures de vol sur Boeing 777. Cet appareil est un vrai bonheur à piloter car il se manie très facilement et il est doté d'un équipement moderne simple d'utilisation. C'est un avion efficace aussi bien sur les courts que sur les longs parcours. Comme souvent sur les longs courriers, le travail des pilotes consiste à rester assis et à surveiller durant de longues heures les ordinateurs de bord qui contrôlent l'avion. Le 777 est équipé de 2 moteurs Rolls-Royce. Il est un des appareils les plus sûrs de l'aviation moderne. Nick Harris rentre à Londres après un voyage d'affaires en Chine. Ce qui était bien, c'est qu'il était prévu qu'on arrive à Heathrow avec un peu d'avance. J'étais pressé de rentrer pour retrouver ma famille. Le vol 038 doit se poser à l'aéroport d'Heathrow, où le trafic aérien est parmi les plus importants au monde. Le terrain se trouve à proximité de l'autoroute A30, dans le sud-ouest de Londres, en pleine banlieue. Les habitants de Hounslow sont habitués à voir ces grosses machines leur passer au-dessus de la tête jour et nuit. Le vol 038 est maintenant en approche pour la piste 27. Pour l'instant, le pilote automatique est toujours enclenché. Ce jour-là, le vent souffle assez fort et secoue un peu l'appareil. Ce n'est rien, juste quelques turbulences. C'est la première petite difficulté depuis le décollage de Pékin. Je n'y suis pour rien. Ce sont les automanettes qui commandent. On se prenait des rafales de vent de 20 à 30 nœuds. Et on savait parfaitement que les automanettes pouvaient s'y adapter. C'est pour ça qu'elles bougeaient toutes seules de haut en bas. Tu ferais peut-être mieux de garder le pilote automatique un peu plus longtemps, le temps que ça se calme. Entendu. En cas de turbulence, le pilote automatique maintient plus facilement la trajectoire de l'appareil que le mode manuel. L'altitude est alors de 1200 pieds, environ 400 mètres. Veuillez l'éteindre, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. 2 minutes avant l'atterrissage, John Coward reprend les commandes de l'appareil. Tu l'as en main? Jusque-là, tout va bien. J'ai les commandes. Il me restait quelques instants avant que la piste d'atterrissage ne se libère. Et j'étais en train de ranger mes plans de vol. Speedbird 038, autorisation d'atterrir sur la piste 27. Speedbird 038, piste 27, terminé. Je me souviens d'avoir vérifié que notre porte d'accès était libre. 500 feet. 500 feet. Stabilisé? Eh bien, plus ou moins. Mais soudain, Pete, je n'arrive pas à avoir la pleine puissance. Les moteurs ne répondent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vérifié les instruments moteurs et ça n'avait aucun sens. Alors qu'on demandait la poussée maximum, les moteurs ne délivraient pas plus de puissance. Qu'est-ce qui se passe? le vol 038 se retrouve en situation de détresse.
On dirait que les deux moteurs sont en panne. Sans moteur, l'appareil est incapable d'atteindre l'aéroport. Il risque de s'écraser en pleine banlieue londonienne avec 152 passagers à bord. C'est maintenant une question de secondes. Cela paraissait impossible avec un des appareils les plus sophistiqués au monde. En cabine, pour l'instant, personne ne se doute de rien. Juste avant d'atterrir, tout le monde avait l'air détendu. Nous étions simplement pressés d'arriver. On perd de la vitesse. Je cherchais un point d'impact. Il y avait un paquet d'immeubles du côté de Hatton Cross et une station-service. Je savais que si on s'écrasait là, il n'y aurait à coup sûr aucun survivant. C'est à ce moment que j'ai senti le poids de mon insigne sur les épaules. Je suis le commandant, et si je ne fais rien, tout le monde va mourir. Si près du sol, le commandant n'a plus beaucoup d'alternatives. Il préfère laisser le copilote poursuivre l'atterrissage pour se concentrer sur les actions à mener. Ma première décision fut de ne pas reprendre les commandes. Je me souviens d'avoir regardé John. Il maîtrisait toujours parfaitement l'appareil. Il faisait ce qu'il fallait et ce que j'attendais de lui. Il sait que même s'ils parviennent à éviter Hounslow, l'appareil risque de s'écraser sur l'autoroute A30 ou sur les antennes aux abords de l'aéroport. J'ai décidé de sortir le train. Évidemment, sa traînée dans l'air nous a encore ralentis. Mais j'en avais besoin pour amortir le choc. Comme on allait s'écraser, ça permettrait d'absorber une partie de l'impact. Il fallait donc que le train soit sorti. À quelques dizaines de mètres du sol, on perd de la vitesse. Le commandant fait un dernier choix potentiellement très lourd de conséquences. Je savais qu'il me restait une quinzaine de secondes pour prendre une décision capitale. Il fallait absolument passer les derniers bâtiments. J'étais persuadé qu'il fallait remonter les volets. Rentrer les volets permet de réduire la traînée de l'avion, mais également sa portance. L'appareil volera plus loin, mais décrochera plus rapidement. En un instant, le commandant Burkill doit prendre la bonne décision. Je voulais en parler avec le copilote, mais je n'avais que quelques secondes. Je me rappelle avoir maintenu le levier pendant une fraction de seconde. Il rentre les volets, espérant permettre à l'avion d'atteindre au moins les abords de la piste. Le résultat fut immédiat. Il a sauvé quelques centaines de mètres, malheureusement pas suffisamment pour éviter le crash. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Ça a été très dur. Je me souviens de quelques chocs et du bruit. Bon sang! L'atterrissage fut très violent. Il y a eu un bruit sourd. Et puis tous les bagages sont tombés. J'étais moi-même devenu un passager car nous étions à présent à bord d'un avion incontrôlable. Nous glissions sur le sol et je n'avais aucune idée de quel obstacle nous allions percuter. À ce moment-là, j'ai pensé à ma femme et mes enfants et je leur ai dit adieu. On s'est retrouvés dans le noir. J'ai entendu l'avion se fracasser. Et soudain, nous nous sommes arrêtés. Une fois arrêté, j'étais surpris d'être toujours vivant. J'ai alors regardé autour de moi dans le cockpit et j'ai été encore plus étonné de voir que nous étions tous les trois indemnes. Veuillez rester à vos places et gardez vos ceintures! Je suis vite redevenu le commandant de bord. L'équipage coupe immédiatement l'arrivée de carburant, Incendie enclenché. ainsi que les systèmes électriques et hydrauliques. Contrôle effectué. Ensuite, il fallait trouver les survivants. Je pensais que 20% des passagers seraient morts, car l'avion était endommagé. À l'attention des PNC! Évacuation! Évacuation! L'hôtesse de l'air a alors pris les choses en main. Détachez vos ceintures et venez par ici! Quand elle a ouvert la porte, j'ai tout de suite senti l'odeur du kérosène. Dépêchons-nous! Et j'ai réalisé qu'il fallait vite sortir de l'avion.
Le principal risque maintenant, c'est un début d'incendie qui pourrait mortellement piéger les passagers à l'intérieur de la cabine. Sautez! Sautez! J'ai laissé toutes mes affaires et j'ai sauté sur le toboggan. Sautez! Il faut sortir de là. J'ai traversé l'office et en jetant un œil à droite, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait plus personne. Contrairement aux craintes du commandant, il n'y a aucun mort. Et avec l'arrivée presque immédiate des secours, tout risque d'incendie est rapidement maîtrisé. Le pire a été évité. La roue droite avait été arrachée au moment de l'impact. Les réacteurs étaient dans un sale état et ils étaient en morceaux. Les capots étaient arrachés et les moteurs à moitié enfoncés dans le sol. Ça ne ressemblait plus à un avion. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous avions eu un accident d'une importance majeure. J'ai pu voir les dégâts causés sur le train d'atterrissage et les ailes. Miraculeusement, l'avion a réussi à éviter l'autoroute et même les antennes situées au seuil de la piste. Ça aurait pu être un désastre. Si l'avion avait percuté autre chose qu'une étendue de boue et d'herbe, un incendie se serait sûrement déclaré sous la violence du choc. Et parmi les passagers et membres d'équipage, on ne dénombre que 13 blessés, dont un grave. J'ai eu de la chance de rester en vie. C'était vraiment incroyable. Le Premier ministre Gordon Brown, en voyage officiel en Chine, félicite l'équipage. I think it's right to pay tribute to the calmness and professionalism of the British Airways staff, the captain Peter Burkill, for what he achieved in engineering a landing that protected lives. Le crash spectaculaire du vol 038 fait aussitôt la une des médias anglais. C'est l'accident le plus grave survenu à l'aéroport d'Heathrow sur les 30 dernières années. Le trafic aérien est très important à Heathrow. Et comme c'est le plus grand aéroport du Royaume-Uni, le moindre incident est immédiatement relaté par les médias. De plus, le 777 est un des avions les plus répandus au monde. Et le crash du vol 038 génère soudain de grosses inquiétudes à son sujet. Le 777 est le plus sûr des appareils. Son rapport de sécurité était remarquable. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? C'est horrible de se dire que ça pourrait arriver à un autre de vos avions. Les enquêteurs arrivent rapidement sur place. Phil Oslett dirige l'AAIB, le bureau d'enquête de l'aviation britannique. Lorsque vous vous rendez sur un lieu d'accident, vous vous demandez par où commencer. L'avion a touché le sol environ 300 mètres avant la piste. Un des trains d'atterrissage est passé à travers une aile et le train avant s'est effondré. D'emblée, les enquêteurs interrogent l'équipage. Nous savions quand nous avons décollé de Pékin. Le commandant Burkill est le premier à faire le compte-rendu des faits. Je voulais en parler car je savais que l'équipage n'était absolument pas responsable. Ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons pas commis d'erreur. Mais les moteurs ne donnaient plus de puissance. On dirait que les deux moteurs sont en panne. Nous avons essayé manuellement, mais ça ne répondait pas. Le commandant explique que brutalement, les deux gros moteurs Rolls-Royce ont perdu simultanément leur poussée, a priori sans raison apparente. Les deux moteurs. Quand on vous parle d'une double panne de moteur, vous cherchez d'abord les similitudes entre les deux. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer une défaillance simultanée des deux moteurs? Nous avons d'abord pensé qu'il n'y avait peut-être plus de carburant. Il est rare qu'un avion de ligne tombe en panne sèche, mais c'est déjà arrivé. En 1983, un Boeing 767 d'Air Canada s'est retrouvé en plein vol à court de carburant. Au sol, les techniciens chargés des pleins avaient confondu les gallons avec les litres, qui représentent moins d'un tiers de gallon. Résultat, à 8000 mètres d'altitude, l'avion s'est transformé en planeur. Et le commandant a dû se poser sans moteur sur une ancienne piste militaire désaffectée. Mais dans le cas du vol 038, l'hypothèse de la panne sèche est rapidement écartée. Le kérosène a une odeur très particulière. Celui qui a déjà travaillé sur un avion reconnaît forcément cette odeur. Quand on est arrivé sur les lieux, les débris baignaient dans le carburant. Un contrôle des jauges confirme qu'il restait du kérosène dans deux des réservoirs. Nous savions donc qu'il restait suffisamment de carburant pour terminer le vol.
Une perte totale de puissance peut avoir de nombreuses origines. Et trouver la bonne ne va pas être simple pour les enquêteurs. Pourtant, ils sont optimistes. En effet, rarement dans un accident, ils disposent d'autant d'éléments. Dans ce cas précis, ils ont accès au pilote, à l'équipage... J'ai les commandes. Et encore plus important, à l'avion. Nous avions la chance d'avoir cette quantité d'informations sous la main car l'avion était resté intact. Nous avons pu vérifier les nombreux ordinateurs de bord et les données des enregistreurs. Et nous avions également des informations extérieures comme les données du radar et les transmissions radio. Mark Ford récupère sans grande difficulté les 2 boîtes noires de l'appareil accidenté. Elles sont intactes et leurs informations vont être précieuses. Mais il récupère également le QAR, un enregistreur d'accès rapide. Alors que les 2 boîtes sont situées à l'arrière de l'appareil, cet enregistreur, lui, est installé à l'avant, sous le poste. L'enregistreur d'accès rapide a l'avantage d'avoir une capacité de mémoire plus importante que la boîte noire et permet d'enregistrer des paramètres supplémentaires. En plus, on peut en récupérer les données en à peine quelques minutes. Outre les discussions dans le poste de pilotage, les boîtes noires enregistrent quelques 1400 paramètres différents depuis la vitesse, l'altitude, jusqu'aux paramètres moteurs en passant par la position des gouvernes. Et la première analyse du QAR révèle d'emblée une anomalie. Les données de l'enregistreur d'accès rapide ont été mémorisées jusqu'à 45 secondes avant l'accident. Nous avons tout de suite pensé qu'un problème électrique avait peut-être endommagé l'enregistreur ainsi que les moteurs. Le Boeing 777 est un avion de nouvelle génération, entièrement géré par ordinateur. En clair, les pilotes ne contrôlent plus directement l'appareil. Ils fournissent les données aux ordinateurs qui gèrent en conséquence les différents systèmes de l'avion, y compris les moteurs. Pete, je n'arrive pas à avoir la pleine puissance. Une défaillance informatique éventuellement pourrait expliquer l'arrêt des moteurs. Mais quelle serait l'origine de cette défaillance ? Les boîtes noires sont envoyées à Farnborough, au siège de l'AAIB, pour y être analysées. Si par exemple l'avion a eu un problème électrique, la boîte noire en a forcément conservé une trace. Mais l'étude des milliers de données demande un peu de temps. Or, chaque jour, des centaines de 777 sillonnent le ciel. Et pour éviter un nouvel accident, il est urgent d'en trouver la cause. Les enquêteurs s'intéressent également au carburant retrouvé dans les réservoirs. Un carburant de mauvaise qualité peut en effet sérieusement dégrader la puissance des moteurs. La qualité du kérosène peut être altérée de plusieurs façons, par une contamination des particules, par une contamination biologique, ou si les filtres sont bouchés et que le flux est diminué. Nous avons prélevé plusieurs échantillons à divers endroits du système d'alimentation en carburant. Non seulement au niveau du réservoir, mais également dans les conduits et à l'intérieur de divers composants. Nous sommes parvenus à remonter jusqu'à la source d'approvisionnement en carburant. Il était produit en Corée du Sud, importé en Chine par bateau, puis transporté par pipeline jusqu'à l'aéroport de Pékin. Nous l'avons comparé à plus de 1200 autres échantillons de carburant en Grande-Bretagne et il s'est avéré de très bonne qualité. Alors... Le carburant n'est donc pas en cause. S'agirait-il alors d'un problème d'alimentation de carburant? En inspectant les réservoirs, les enquêteurs font de curieuses découvertes. Nous avons trouvé plusieurs objets à l'intérieur des réservoirs, notamment un racloir de couleur rouge. Probablement des objets oubliés lors de la construction de l'appareil 7 années plus tôt. Une présence étrange, mais pour autant rien n'indique que ces objets aient pu jouer un rôle dans l'accident. Ce n'est évidemment pas une bonne chose de retrouver des objets dans un réservoir. Bien sûr, nous avons essayé de voir si cela avait pu altérer l'approvisionnement des moteurs en carburant. Mais ces objets étaient trop petits pour perturber le système d'alimentation. Les enquêteurs s'intéressent également aux incidents survenus dans le passé sur d'autres 777. L'un d'eux attire leur attention. 3 ans auparavant,
un 777 malaisien avait eu de graves problèmes. Décollant de Perth en Australie, l'avion était en train de monter à son niveau de vol lorsque le pilote automatique a brutalement cabré l'appareil. Seule, la promptitude de l'équipage à reprendre des commandes en manuel avait permis d'éviter la catastrophe. Ils sont parvenus à le ramener sans encombre et l'enquête a démontré qu'il s'agissait d'un problème d'ordinateur. Les autorités britanniques s'inquiètent. Les systèmes informatiques et électroniques d'un des avions les plus fiables du marché pourraient-ils être défaillants? Le cas de l'appareil de la compagnie malaisienne était vraiment déconcertant. Les enquêteurs ont ressorti les dossiers de cet incident et les ont analysés pour tenter d'avoir quelques pistes. Y avait-il eu une défaillance du système électronique qui aurait engendré une réduction de la puissance des moteurs? Une telle éventualité signifierait que l'ensemble de la flotte mondiale des 777 en service pourrait rencontrer le même problème. Ce serait un véritable coup dur pour Boeing, le constructeur de l'avion. Enfin, les données des boîtes noires sont entièrement décortiquées à Farnborough et on s'aperçoit que l'accident aurait pu être bien plus grave. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. On dirait que les deux moteurs sont en panne. Ils n'ont eu que 30 secondes à partir du moment où ils ont su ce qu'il se passait. On perd de la vitesse. Ils n'ont pas pu éviter l'accident. Les boîtes noires montrent qu'après la perte des deux moteurs, l'appareil s'est mis à descendre rapidement à plus de 1800 pieds minute. Conséquence directe de l'arrêt des moteurs, mais aussi de la sortie des volets. En approche finale, les volets sont déployés pour permettre à l'avion de voler plus lentement. Mais les volets augmentent également la résistance dans l'air et nécessitent donc plus de puissance moteur. À défaut de cette puissance, l'appareil va descendre beaucoup plus rapidement. On perd de la vitesse. J'avais les volets sortis. Je savais que les rentrées à 25 étaient la meilleure des solutions. Il fallait réduire la résistance. Cette décision leur a permis de remonter de quelques pieds. S'il avait gardé les volets à 30, l'appareil aurait percuté le sol juste avant un ensemble d'antennes ILS. Et percuter les antennes aurait pu entraîner des dégâts beaucoup plus importants, avec peut-être des blessés graves, voire des morts. Les membres d'équipage sont considérés comme des héros. Sans la parfaite maîtrise de l'équipage, le vol 038 aurait pu se terminer en véritable catastrophe. Les enregistrements... Reste que malgré l'analyse des boîtes noires, continuent jusqu'au moment de l'impact. Les enquêteurs pour l'instant n'ont toujours pas trouvé la clé de l'énigme. L'analyse des boîtes noires n'a pas révélé de défaillance du système électrique de l'appareil qui aurait pu causer une baisse de puissance des deux moteurs. Ils ont juste réussi à découvrir pourquoi l'enregistreur à lecture directe, le QAR, la troisième boîte noire d'accès rapide, n'avait pas enregistré les dernières 45 secondes. En fait, il ne s'agissait pas d'un problème électrique. Le trou de 45 secondes dans l'enregistrement était dû au fait que l'enregistreur d'accès rapide n'enregistre pas en temps réel. Il compile les données avant de les enregistrer 45 secondes plus tard. Pour continuer à progresser dans l'enquête, il est temps de tout remettre à plat. Dorénavant, grâce aux boîtes noires, on sait exactement ce qui s'est passé, à défaut de savoir pourquoi. À 720 pieds, la puissance du moteur droit s'est réduite. 7 secondes plus tard, ce fut au tour du moteur gauche. Le pilote automatique a alors enclenché une poussée plus importante. Je n'y suis pour rien, ce sont les automanettes qui commandent. Mais les moteurs ne répondaient plus. Pete, je n'arrive pas à avoir la pleine puissance. Puisqu'il ne s'agit pas d'un problème électrique ou informatique, la solution doit forcément se trouver ailleurs, cachée quelque part dans les innombrables données des boîtes noires. Un des éléments importants de l'enregistreur à lecture directe était la position des valves d'alimentation, et celle-ci était visiblement complètement ouverte. Les ordinateurs de bord avaient donc bien ordonné le plein régime des moteurs. Les valves étaient ouvertes, et pourtant le kérosène n'arrivait plus au réacteur. Ajoutons à cela qu'il restait du carburant dans les réservoirs, et que les systèmes électroniques et informatiques fonctionnaient normalement. Bref,
le mystère demeure entier. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser aux facteurs extérieurs à l'avion, en l'occurrence la météo. Il y avait une masse d'air très froid au-dessus de la Sibérie et nous connaissions donc les conditions. Mais le vol était censé être calme et avec des vents favorables. L'itinéraire suivi survolait la Russie, où la température extérieure en altitude était de moins 74 degrés. Un froid aussi intense nécessite une réelle surveillance. Lorsque vous traversez des masses d'air très froid, vous devez faire attention à la température du carburant. Quand il commence à geler, le carburant produit une sorte de pâte. Et lorsque la température du carburant continue de chuter, cette pâte commence à s'épaissir, jusqu'à ce que le carburant devienne solide. Dans le cockpit, nous avons un indicateur qui contrôle la température du carburant en permanence. Et je le vérifie moi-même à chaque contrôle du niveau de carburant, c'est-à-dire toutes les heures. En fait, il ne faut pas que la température descende sous les moins 34 degrés. Mais dans le cas du vol 038, la température du carburant ne s'est jamais approchée de ce seuil critique. Elle a même ensuite augmenté de façon significative alors que l'appareil se rapprochait de Londres. Nous étions descendus de 20 000 pieds et je me souviens avoir eu moins 20 degrés. Le carburant avait déjà commencé à se réchauffer. Encore une hypothèse à écarter. Le kérosène n'a pas gelé et les enquêteurs, eux, sont dans l'impasse. Les médias ainsi que les experts de l'aviation s'attendaient à ce qu'on leur apporte la réponse en à peine quelques jours. Rapidement, il est devenu évident que ce ne serait pas le cas. Les pilotes et les passagers étaient sains et saufs, et l'appareil quasi intact. Il ne leur manquait que l'élément responsable de l'accident qui avait disparu, comme par magie. En théorie, rien ne distingue le vol 038 Pékin-Londres du 17 janvier 2008 des autres vols. En pratique, un détail, une petite anomalie ont tout changé. Mais quoi? Il s'agit d'un vol quotidien entre Pékin et Londres. Nous voulions découvrir pourquoi c'était arrivé à ce vol en particulier. Quand vous avez affaire à un accident comme celui d'Heathrow, vous devez étudier toutes les données possibles. Mettez-les par là pour l'instant. Nous avons contacté de nombreux opérateurs afin d'obtenir les informations concernant les vols antérieurs et pouvoir les comparer à celui-ci. Des milliers de données sont collectées aux quatre coins du monde. Au total, nous avions environ 144 000 vols à étudier. Mais décortiquer une telle masse d'informations prend des mois. Alors, en parallèle, les enquêteurs décident de tenter autre chose. Reconstituer dans un hangar le circuit d'alimentation du 777 avec les pièces prélevées sur le vol 038. En fait, ça nous a permis de nous réunir pour l'analyser et partager nos idées sur ce qui aurait pu être la cause de l'accident. Brian McDermid et son équipe prennent en compte toutes les éventualités, depuis une erreur de fabrication jusqu'à un dysfonctionnement propre à cet appareil. Mais une fois de plus, les recherches ne donnent rien. Nous avons minutieusement inspecté l'ensemble de l'appareil et testé le réseau d'alimentation en carburant. Nous n'avons rien trouvé d'anormal. L'énigme est digne de Sherlock Holmes. Nous avons tout repris étape par étape et nous avons tout recommencé à plusieurs reprises. Quelque chose nous avait peut-être échappé, mais nous ne trouvions rien. Pas de problème informatique? Du carburant de bonne qualité et en quantité dans les réservoirs? Des moteurs en état de marche? Et pourtant, une panne sèche au moment crucial de l'atterrissage. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Les enquêteurs de l'AIB, cette fois, sont vraiment à court d'idées. Nous ne trouvions pas d'explication plausible. Rien de ce que nous avions connu par le passé ne pouvait expliquer cette situation. Le constat est clair. L'explication n'est pas dans les éléments recueillis. Donc elle se trouve peut-être dans des éléments qui ont disparu. C'est à ce moment que Phil nous a sorti une tirade, une citation de Sherlock Holmes. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela paraisse, doit être la vérité. Forcément,
Dans ce cas, nous revenions toujours à ce qui était là, à ce qui aurait dû être là et qui ne l'était plus. Et nous avons repensé à la glace. L'idée que la glace puisse être la cause de l'accident a commencé à germer. Mais comment prouver la culpabilité d'un suspect, en l'occurrence la glace, alors que celui-ci s'est évanoui sans laisser de traces dans les minutes qui ont suivi l'accident? Brian McDermid décide de se rendre chez le constructeur du 777, la firme Boeing installée à Seattle aux États-Unis. Pour lui, seuls les concepteurs de l'avion ont encore une chance de résoudre l'énigme. Et il ne part pas les mains vides. Nous avons extrait les tuyaux de la partie droite du réseau d'alimentation en carburant et nous les avons mis sur le banc d'essai. Longtemps, la fabrication de glace dans les circuits de carburant a été un problème pour les avions volant à haute altitude. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, les ingénieurs ont trouvé la parade. En l'occurrence, en réchauffant tout simplement le carburant. À la sortie des réservoirs, le kérosène glacé traverse un échangeur où il se réchauffe au contact de l'huile brûlante sortant, elle, des moteurs. Le but de ce dispositif est d'empêcher la formation de glace dans le circuit d'alimentation. Et si l'échangeur thermique était le responsable de l'accident du vol 038? L'idée fait son chemin. Lors de nos analyses, nous avons cherché à définir à quel endroit le débit de carburant avait chuté à environ 2700 litres par heure. Et le seul endroit possible pour une telle diminution était la tête de l'échangeur thermique. C'est une hypothèse qu'il faut maintenant démontrer. Elle implique deux choses. Tout d'abord, la formation brutale de glace dans les réservoirs. Et ensuite, l'obstruction de l'échangeur dont la mission est précisément de faire fondre la glace. Nous avons utilisé plusieurs procédés afin d'observer ce qui se passait dans le circuit d'approvisionnement. Par exemple, nous avons injecté de la glace mélangée à du carburant à température très basse avec de l'air chaud pour reconstituer les conditions exactes du vol. Après chaque essai, les enquêteurs recherchent la présence de glace dans les tuyaux. Et ils en trouvent, mais en petite quantité, insuffisante pour obstruer l'alimentation en carburant. La température du carburant était de moins 30 degrés Celsius et peu de glace avait adhéré à l'intérieur des conduits. Et d'après les boîtes noires, la température au cours du vol 038 n'était pas beaucoup plus basse. Alors, comment la glace a-t-elle pu se former massivement? Nous ne savions toujours pas où la glace avait commencé à se former, ni si elle était la cause du problème ou si c'était quelque chose d'autre que nous n'avions pas vu. Mais à la fin des tests, les enquêteurs font une découverte étonnante. Si le carburant contient de l'eau, cette eau va geler et former des cristaux de glace. Et lorsque la température descend à environ moins 20 degrés Celsius, ces cristaux commencent à s'assembler et à adhérer à l'intérieur des tuyaux. Quand la température est inférieure à moins 20 degrés, les cristaux de glace sont trop froids pour adhérer aux tuyaux. Mais lorsque celle-ci est comprise entre moins 20 et moins 8 degrés, la glace fondue vient se coller aux parois des conduits. Lorsque nous avons réalisé que de la glace pouvait s'amasser sur les parois des conduits, nous avons été surpris par l'importante quantité susceptible de se former. Je crois qu'on tient le bon bout. Il fallait maintenant trouver comment cette glace s'était décollée des tuyaux. Les enquêteurs tiennent leur suspect numéro 1, la glace. Reste à comprendre et à prouver comment un petit morceau de glace a pu envoyer au tapis un avion de 200 millions de dollars. Il se replonge dans l'analyse des milliers de rapports des autres vols de 777. Mais après 7 mois de travail, l'énigme n'est toujours pas résolue. Parmi les 35 000 vols avec des appareils équipés de moteurs Rolls-Royce, moins d'1% d'entre eux avaient les mêmes caractéristiques de vol. Et puis, coup de théâtre. Nous sommes le 26 novembre 2008, 10 mois après l'accident de Londres. Ce jour-là, un Boeing 777 de la compagnie américaine Delta se retrouve en difficulté à 12 000 mètres d'altitude au-dessus des États-Unis, après avoir perdu, lui aussi, un de ses deux moteurs. Heureusement, le moteur est reparti et l'appareil a réussi à se poser sans problème à Atlanta. L'accident a été évité, mais la confiance dans le Boeing 777 a été sérieusement ébranlée.
Et évidemment, à Londres, les enquêteurs britanniques s'intéressent tout de suite à cette histoire. L'enquête sur le vol Delta en provenance de Shanghai a été très approfondie. Comme les moteurs étaient des moteurs Rolls-Royce du même type, on a immédiatement voulu savoir si le problème était identique. Et les enquêteurs découvrent en effet de nombreuses similitudes entre le vol Delta et celui de British Airways. Les appareils avaient survolé la même zone depuis Shanghai. Les températures du carburant étaient propices à la formation de glace fondue telle que nous l'avions définie au cours de nos recherches. Nous nous sommes aperçus que le moteur avait réagi de la même façon que celui du vol 038. Comme pour le vol British Airways, l'avion de Delta n'a eu aucun problème électronique, informatique ou mécanique dans son circuit d'alimentation. Là aussi, la glace devient rapidement le suspect numéro 1. Quand nous avons entendu parler du vol Delta, nous nous sommes dit que nous étions sur la bonne voie. Mais la voie est longue. Depuis maintenant plus d'1 an, l'équipe de Brian McDermid mène son enquête. Elle a réalisé des centaines de simulations et a dépensé des millions de dollars. Certes, ils ont avancé, mais ils sont toujours incapables d'expliquer comment de la glace a pu obstruer l'échangeur thermique et provoquer l'accident du vol 038. Nous étions à un point où nous ne connaissions toujours pas la cause de l'accident. Et un certain malaise s'était installé car à la fois les médias et le public ne comprenaient pas pourquoi nous n'avions aucune réponse. La pression est de plus en plus forte, notamment du côté des industriels et de Boeing. Si le mystère n'est pas éclairci, la carrière commerciale du 777 pourrait en subir les conséquences. Une fois de plus, les enquêteurs décident de revenir sur la route suivie par le vol 038. Au départ de Pékin, l'avion a procédé à une montée régulière jusqu'à son altitude de croisière. De même à l'arrivée, sa descente fut progressive. Durant le vol, la température du carburant a chuté pendant la croisière, puis est remontée sur la fin du vol, entraînant la formation de glace fondue collée sur les tuyaux d'alimentation. Le débit du carburant, lui, est resté stable durant presque tout le vol. Le pilote automatique a maintenu une vitesse régulière sans augmentation brutale du régime des moteurs, jusqu'au moment de l'approche finale à Heathrow. La phase d'approche a été perturbée par quelques turbulences. Cela a requis différents niveaux de puissance des moteurs. Je n'y suis pour rien, ce sont les automanettes qui commandent. Il y a eu 4 changements du débit de carburant. L'un d'entre eux étant très élevé et compris entre 5,4 et 5,9 mètres cubes par heure. L'analyse des paramètres du vol Delta révèle que lui aussi, juste avant l'arrêt de son moteur, a dû afficher une brutale augmentation de la puissance après plusieurs heures de vol à un régime stable. Pour avancer plus loin, les enquêteurs décident de reconstituer les mêmes conditions. Pour le vol 038, il est clair maintenant que tout s'est joué dans la minute qui a précédé l'atterrissage. Le problème auquel nous nous attelions était vraiment très difficile à recréer, et c'est lors d'une des dernières tentatives que nous sommes parvenus à assembler tous les éléments. Un vol à vitesse régulière à haute altitude fut reconstitué, avant d'augmenter brutalement la puissance. Nous avons laissé la glace s'accumuler pendant 3 heures, puis augmenter brutalement le débit. Et la conséquence ne se fait pas attendre. L'augmentation soudaine de la puissance des moteurs provoque une chute de la pression du carburant dans l'échangeur thermique. Et lorsque les enquêteurs démontent l'échangeur, nous avons découvert que la glace s'était formée sur sa partie supérieure. Sous l'effet de la brutale pression, les cristaux de glace collés aux parois des tuyaux se sont détachés pour s'accumuler à l'entrée de l'échangeur thermique. Mais en théorie, cette glace aurait dû fondre. Et la faille du système est là, sous leurs yeux.
les tubes permettant au kérosène de circuler dans l'échangeur dépassent de quelques millimètres le réservoir d'huile brûlante. Conséquence directe, la partie supérieure non réchauffée ne peut pas faire fondre la glace. La glace n'empêche pas entièrement le carburant de traverser l'échangeur thermique. Sa perméabilité ne l'empêche pas de circuler, mais son débit est largement inférieur à ce qu'il devrait être. Le dernier test fut le bon. Celui qui a reconstitué exactement les conditions du vol 038. Au-dessus de la Russie, par moins 30 degrés, l'eau contenue dans le carburant s'est transformée en glace. Puis, durant la descente, la température est remontée à moins 20 degrés et les cristaux de glace ont commencé à s'accrocher aux parois. Lors de l'approche d'ISRO, le pilote automatique, pour lutter contre des turbulences, a remis parfois un peu brutalement de la puissance. C'est à partir de là que les problèmes ont débuté. Je n'y suis pour rien, ce sont les automanettes qui commandent. Tu ferais peut-être mieux de garder le pilote automatique un peu plus longtemps, le temps que ça se calme. Avec l'augmentation de la pression, la glace fondue s'est décollée des parois pour s'accumuler à l'entrée de l'échangeur thermique, trop loin de la zone chauffante pour fondre instantanément. Pete, je n'arrive pas à avoir la pleine puissance. Les moteurs ne répondent pas. Face à un risque dont personne ne connaissait l'existence, Mayday! Speedbird! Les pilotes anglais n'avaient aucune chance de trouver la parade. Mais alors, comment l'équipage du vol Delta est-il parvenu à s'en sortir? Et même à relancer son moteur en plein vol au bout de quelques minutes? En fait, en laissant la puissance moteur au minimum, la glace va naturellement se dissiper. Le vol 038, lui, était trop près du sol pour lui laisser le temps de fondre. Qu'est-ce qui se passe? Les moteurs ne répondent pas. Évidemment, suite à cette découverte, Rolls-Royce, le constructeur du moteur et donc de l'échangeur thermique, s'est retrouvé sur la sellette. En fait, Rolls-Royce a décidé de retirer les tubes qui dépassaient et sa partie supérieure est maintenant lisse. Et ils ont réalisé qu'en rendant sa surface lisse, les cristaux se formant dans le carburant passeraient directement à travers les évacuations. C'était un problème très facile à régler. L'information fut transmise aux autres constructeurs aéronautiques du monde entier pour éviter de répéter ce défaut. Quant aux membres de l'équipage du vol 038, et notamment Peter Burkill et John Coward, ils reçurent de British Airways la médaille de la sécurité pour leur comportement exemplaire lors de l'accident. L'équipage a dû faire face à un problème sans précédent. Et ils ont agi au mieux avec le peu de temps qu'il leur restait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et étant donné qu'ils n'avaient que 30 secondes pour prendre une décision, ils n'auraient absolument pas pu faire mieux. Au final, il aura fallu beaucoup de patience et de ténacité pour retrouver l'origine de la catastrophe. Le plus bizarre dans cette affaire, c'est que le coupable avait déjà quitté la scène du crime. L'enquête aura nécessité des milliers d'heures de travail et coûté des millions d'euros. Ces gens ont vraiment remué ciel et terre pour trouver une explication. Ils voulaient absolument savoir. Mais avec une inspiration digne de Sherlock Holmes, les enquêteurs anglais ont fini par résoudre le mystère. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela paraisse, doit être la vérité.